Les relations de Jacques Coeur avec le roi Charles VII. Comme dans toutes les enquêtes mettant en cause les intérêts humains, tous les dysfonctionnements reposent sur trois mobiles essentiels. Les histoires de cul, la cupidité et l'argent, les réactions liées à l'ego, c'est-à-dire la représentation et la conscience que l'on a de soi-même, en tant qu'individu cherchant le plus souvent à être valorisé, en tant qu'individu cherchant le plus souvent à avoir l'estime de soi et l'estime des autres, en tant qu'individu unique et distinct des autres. Cette approche est fondamentale pour comprendre les décisions du roi Charles VII. Le 22 juillet 1451, Jacques Coeur accompagne le roi et la cour à Taillebourg dans le Poitou. Charles VII lui accorde une certaine somme pour l'aider à maintenir l'état du royaume et pour être plus honorablement à son service. Fort de cette attitude du roi à son égard, Jacques Coeur écrit à son épouse Massé de Léaudepart, demeurée à Bourges, « Je suis aussi bien envers le roi que je n'ai jamais été. » Or, le 31 juillet 1451, soit moins d'une dizaine de jours plus tard, Jacques Coeur est arrêté sur ordre du roi Charles VII. Ses biens sont saisis, sur lesquels le roi prend aussitôt 100 000 écus pour faire la guerre contre les Anglais. Au fil des chapitres de ce livre, nous avons découvert la moralité douteuse du roi Charles VII, né le 22 février 1403 à l'hôtel Saint-Paul à Paris, et mort le 22 juillet 1461 dans la résidence royale du château de Melun-sur-Yerres, entre Bourges et Vierzon. Tout d'abord, roi de France autoproclamé, il devient véritablement le roi de France Charles VII après son sacre le 17 juillet 1429 dans la cathédrale de Reims. Il gouverne la France jusqu'à sa mort en 1461. Cette moralité douteuse est-elle le fruit d'un héritage héréditaire? Le dauphin Charles de Ponthieu, le futur roi Charles VII, est le fils d'Isabeau de Bavière et du roi Charles VI. Isabeau de Bavière, la mère de Charles VII, a été systématiquement considérée au fil de l'histoire comme déraisonnable, faible, indécise, infidèle, mauvaise mère, incestueuse, corrompue, traître, avare, débauchée, sorcière, scandaleuse, dépravée, extravagante. Elle a eu 14 grossesses et aucune ne serait du même père. D'où la rumeur persistante dans l'histoire selon laquelle le dauphin Charles de Ponthieu, le futur Charles VII, serait un bâtard. Charles VI, le père de Charles VII, alterne des périodes de folie et de lucidité, avec pour conséquence la détention du pouvoir par ses oncles et par son épouse, la reine Isabeau de Bavière. Le fils de Charles VII, le futur Louis XI, ne cesse de préparer en secret des plans pour nuire à son père, car il lui reproche de marginaliser sa mère, la reine Marie d'Anjou, au bénéfice de ses multiples maîtresses, et en particulier d'Agnès Sorel, qu'il a promue officiellement comme première favorite royale. Tels seraient les fondements génétiques de la moralité douteuse de Charles VII, notamment une ingratitude chronique à l'égard de tous ceux qui l'ont servi et aidé à sortir victorieux de la guerre de Cent Ans. Charles VII a ignoré de sauver Jeanne d'Arc vendue aux Anglais. Charles VII a trompé Agnès Sorel avec sa cousine germaine Antoinette de Maignelet. Charles VII a fait arrêter Jacques Coeur qui lui a apporté son intelligence et les finances nécessaires pour restructurer le commerce, établir les échanges avec l'Orient, instaurer une justice fiscale et libérer la France des Anglais. Charles VII est sans foi ni loi dans ses relations avec les femmes. Charles VII est cupide. Charles VII est jaloux de l'intelligence et de la fortune des autres. Charles VII a un ego et une estime de lui démesurés. Charles VII se moque de l'estime des autres, etc. En conséquence, voici l'histoire de la disgrâce de Jacques Coeur. Les mobiles du procès de Jacques Coeur. Le 31 juillet 1451, le roi Charles VII fait arrêter Jacques Coeur et place tous ses biens mobiliers, immobiliers et numéraires en France sous séquestre, c'est-à-dire sous la garde de la justice royale en charge d'administrer les biens.
Pourquoi cette procédure soudaine et imprévisible? En premier lieu, il convient d'en établir le mobile, c'est-à-dire la raison pour laquelle le roi Charles VII prend cette décision. L'histoire n'apporte pas de réponse à cette question. Il convient donc d'établir le faisceau de présomption qui fonde cette décision, en sachant qu'elle se rapporte soit à des histoires de cul, soit des histoires d'argent, soit des histoires d'ego. La mort d'Agnès Sorel enlève à Jacques Coeur une protection solide, car elle imposait ses amis au roi Charles VII. La fortune colossale de Jacques Coeur est affichée de façon ostentatoire, en créant les jalousies à la fois du roi et des gens de la cour. La perception générale que l'intelligence de Jacques Coeur est couronnée par d'immenses succès et le prédestine à jouer un rôle politique de premier plan. La principale erreur de Jacques Coeur est son faste ostentatoire, sa démesure, ses appétits jamais assouvis, voulant tout et tout de suite, comme le dit sa devise, à cœur vaillant, rien d'impossible. La vraie raison essentielle tient en la moralité douteuse de Charles VII, le petit roi de Bourges, le présumé bâtard d'une mère Isabeau de Bavière à la vie scandaleuse, l'héritier d'un père devenu fou. Charles VII a bien compris que son argentier est plus fortuné que lui-même et qu'il est devenu le personnage le plus important du royaume. Le déficit de culture économique de la population, au regard du Saint-Empire et des pays de l'Europe du Nord, confine à l'incompréhension de l'intelligence et des talents de leader de Jacques Coeur. De plus, l'époque perturbée que traverse le royaume de France est sensible aux rumeurs les plus invraisemblables. Le cumul des fonctions de Jacques Coeur indispose tous ses ennemis. Il assure à la fois le rôle de monnayeur, d'armateur, de marchand international qui importe et qui exporte, de grand argentier du royaume, implicitement de banquier d'affaires pour acheter les propriétés en difficulté du fait de la guerre de Cent Ans, implicitement de banquier privé qui octroie des prêts à pratiquement tous les gens de la cour, occasionnellement d'ambassadeur en charge de missions diplomatiques avec l'Église catholique romaine, régulièrement de gouvernance du Languedoc, etc. Les réceptions données par Jacques Coeur dépassent en magnificence toutes les réceptions royales. La rancœur des États généraux du Languedoc s'exprime car ils sont frustrés de l'installation des activités de Jacques Coeur à Marseille. La nécessité de financer la guerre contre les Anglais, notamment pour la reconquête de la Normandie et de la Guyenne, d'où le prélèvement immédiat de 100 000 écus lors de l'arrestation de Jacques Coeur. Les débiteurs très nombreux, dont le roi Charles VII lui-même, qui ont conclu des prêts auprès de Jacques Coeur, se plaignent pour certains des taux d'intérêt exorbitants qu'ils doivent payer, alors que d'autres ont obtenu des prêts sans intérêt. En l'accusant du crime de lèse-majesté, le roi Charles VII ne doit plus rien à Jacques Coeur. Tous les créanciers s'accordent à dire « Si Jacques Coeur disparaît, alors nous ne devons plus rien ». L'histoire dira s'il existe d'autres mobiles. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si autant d'ennemis veulent la condamnation de Jacques Coeur et la confiscation de ses biens, afin de les absoudre de toute dette morale et financière envers lui. Les chefs d'accusation de Jacques Coeur. Le 31 juillet 1451, après avoir entendu le Grand Conseil au château de Taillebourg dans le Poitou, le roi Charles VII décide d'accuser Jacques Coeur, en sa présence, du crime de lèse-majesté, ce qui a pour conséquence son arrestation immédiate, son emprisonnement et la mise sous séquestre de ses biens. Mais qu'est-ce que le crime de lèse-majesté? Le crime de lèse-majesté est une notion mal définie qui évolue dans le temps pour les atteintes au souverain qui peuvent être l'assassinat, le déshonneur du souverain, la calomnie, l'atteinte aux intérêts du souverain, la dérision des symboles du pouvoir et des signes de sa majesté, l'hérésie, le blasphème, le sacrilège contraire aux intérêts du peuple, la fomentation de troubles, l'atteinte à la sûreté publique, les conspirations, les frondes, les rébellions. Le procès de Jacques Coeur dure 22 mois. Il commence le 31 juillet 1451 et se termine le 29 mai 1453, date à laquelle l'accusé est reconnu coupable des crimes de lèse-majesté, de concussion, c'est-à-dire de détournement de biens publics, et d'exaction.
Mais les motifs manquent pour justifier les crimes de lèse-majesté. Deux des débiteurs de Jacques Coeur, Jeanne de Vendôme, épouse de François II de Montbron, et un Italien nommé Jacques Colonna, profèrent la plus odieuse accusation en prétendant que Jacques Coeur a empoisonné Agnès Sorel, la belle favorite du roi. Cette accusation est réfutée solennellement par le médecin du roi, qui déclare spontanément que Agnès Sorel est morte d'un accès de fièvre puerpérale au moment d'accoucher d'un enfant qui ne devait pas vivre. Cette accusation est grotesque car Agnès Sorel, au rang de sa mort en 1450, a désigné Jacques Coeur comme l'un de ses exécuteurs testamentaires. De plus, Jacques Coeur n'a aucun intérêt à faire disparaître sa commanditaire de produits de luxe, autrement dit, sa poule aux œufs d'or. Cette hypothèse n'est pas retenue lors de son procès, c'est l'un des rares chefs d'accusation dont il est lavé. Charles VII abandonne Jacques Coeur à l'avidité des courtisans qui sont ses débiteurs. Antoine de Chabannes, comte de Dammartin et bailli de Troyes, est l'un des principaux débiteurs de Jacques Coeur. C'est un militaire français ayant servi sous les règnes de Charles VII, Louis XI et Charles VIII. Chevalier né sans fortune et sans grade, il cultive toute sa vie l'ambition obsessionnelle d'acquérir des titres afin de se constituer un patrimoine foncier digne de son rang. Cette impérieuse nécessité matérielle forge toute l'expérience de ce serviteur royal, souvent exposé aux pires intrigues politiques. La disparition de Jacques Coeur et la mort de Charles VII en 1461 lui permettent de devenir l'éminence grise du roi Louis XI, le fils de Charles VII. Il participe au procès de Jacques Coeur, en partie par devoir, en partie par jalousie, et bénéficie largement du dépeçage de ses biens, en se voyant octroyer en fief une bonne partie de la Puisée, qui est une région naturelle située aux confins de l'Orléanais, du Nivernais et de la Bourgogne, ainsi que le château de Saint-Fargeau. Otto Castellani est un Florentin, trésorier des finances à Toulouse, qui aspire à remplacer Jacques Coeur dans les institutions du Languedoc et obtenir les fonctions de grand argentier du royaume. Jean Brissonnet, magistrat, secrétaire du roi Charles VII, élu par le roi sur le fait des aides à la ville de Tours, il est commis à la recette des condamnations et des amendes. Antoinette de Maignelet est une noble française, cousine d'Agnès Sorel, maîtresse du roi Charles VII avant la mort de sa cousine, d'où les doutes qui demeurent sur sa responsabilité dans un éventuel assassinat d'Agnès Sorel. Elle a emprunté des sommes très importantes à Jacques Coeur. Sa moralité est également douteuse, puisqu'elle informe le dauphin, le futur Louis XI, des actes du roi Charles VII qu'il déteste et dont elle est la maîtresse. Charles VII décède en 1461 et Louis XI devient roi à 38 ans. Antoinette de Maignelet devient alors la favorite du duc François II de Bretagne. Elle reste cependant dévouée à Louis XI. Elle entretient avec lui une correspondance pour l'informer des intentions de François II de Bretagne, à l'insu de ces derniers. En somme, Antoinette de Maignelet trouve son intérêt dans le procès et dans l'arrestation de Jacques Coeur. Guillaume Ier Gouffier est seigneur de Boisy, chambellan du roi Charles VII, gouverneur du Languedoc et de Touraine, sénéchal de Saintonge, seigneur de Sonnay et d'Oiron, seigneur de Troyes, par don de Charles VII puis de Louis XI. Il figure parmi les principaux débiteurs et trouve son intérêt dans le procès et dans l'arrestation de Jacques Coeur. Otto Castellani et Jean Brissonnet se voient confier la garde des biens de Jacques Coeur et la recette des deniers issus de leur vente en pays de Languedoc et d'Oyle. Une série de griefs des plus tendancieux et des plus mensongers les uns que les autres viennent pallier la défaillance de preuves tangibles de lèse-majesté. L'accusation reproche à Jacques Coeur d'avoir battu monnaie au-dessous du cours légal alors que des lettres patentes l'ont déjà condamné à une petite amende et au blanchiment de la faute. Avoir fait du commerce avec les infidèles alors que des lettres patentes l'y autorisent et que ce droit lui a été accordé par le pape. Avoir embarqué divers vagabonds dans ses équipages alors que ce droit a été accordé par des lettres patentes. Avoir commis des malversations et des abus divers dans le gouvernement financier du Languedoc. Avoir encouragé les intrigues du dauphin, le futur Louis XI,
contre son père Charles VII qu'il déteste. Avoir fait sortir du royaume de l'argent et du cuivre en grande quantité. Avoir renvoyé à Alexandrie un esclave chrétien qui s'était réfugié en France. Avoir abjuré le christianisme depuis son retour d'Égypte. Avoir contrefait le petit sceau du secret du roi et ruiné le pays du Languedoc par des exactions sans nombre, par d'affreuses conclusions colorées de différents prétextes propres au mécontentement de la population. Avoir transporté chez les Sarrasins, sans l'autorisation écrite du roi et du pape, une grande quantité d'armes qui n'ont pas contribué à une victoire des chrétiens sur les infidèles. Tels sont les fondements du simulacre de procès intenté à Jacques Coeur. Le procès de Jacques Coeur et la sentence. Le 31 juillet 1451, après avoir entendu le Grand Conseil au château de Taillebourg dans le Poitou, le roi Charles VII décide d'accuser Jacques Coeur, en sa présence, du crime de lèse-majesté, ce qui a pour conséquence son arrestation immédiate, son emprisonnement et la mise sous séquestre de ses biens. Le roi prend aussitôt 100 000 écus pour financer la guerre de reconquête de la Guyenne. Le Florentin Otto Castellani obtient les fonctions d'argentier du royaume. Une commission spéciale, ce que l'on appelle aujourd'hui un tribunal d'exception, est désignée pour faire l'instruction du procès Jacques Coeur. À plusieurs reprises, les membres de la commission vont changer au cours des débats qui durent 22 mois. Seuls les 3 pires ennemis de Jacques Coeur restent en fonction durant la durée du procès. Antoine de Chabannes, comte de Dampmartin et bailli de Troyes, qui est l'un des principaux débiteurs de Jacques Coeur. Otto Castellani, un Florentin louche et intrigant qui aspire à la fonction de grand argentier du royaume. Jean Brissonnet, magistrat, secrétaire du roi Charles VII, élu par le roi sur le fait des aides à la ville de Tours. Par tous les moyens, ces 3 hommes s'attachent à perdre l'argentier, dont ils convoitent les biens et les charges. Le 14 juin 1452, une réunion générale se tient au château de Chissé en Touraine pour faire le point sur l'affaire Jacques Coeur et savoir s'il convient de poursuivre l'instruction et lever le secret. Jacques Coeur fait amende honorable face à la justice dans la tradition de l'époque définie par un protocole précis. L'amende honorable est un mode de punition qui exige que le coupable, pieds nus, nu sous sa chemise, soit conduit devant un auditoire avec une torche à la main et une corde autour du cou tenue par le bourreau public. Le coupable demande pardon à genoux devant son Dieu, son roi et sa patrie. En reconnaissant sa culpabilité, le coupable reconnaît sa défaite et pose les bases pour établir la paix en s'abstenant de toute faute future et de tout esprit de vengeance. À toutes les questions de la commission spéciale, Jacques Coeur répond avec simplicité et précision. Il explique et justifie tout, protestant qu'il a constamment servi le roi sans avoir commis aucune faute et sans avoir perçu aucun de ses deniers. On lui demande ses preuves et on le met dans l'impossibilité de les fournir. On éloigne de lui tous ceux qui peuvent lui être utiles et on n'accueille que les dépositions de ses ennemis, à savoir 150 témoins à charge. Ses enfants se battent pour le défendre, mais n'obtiennent rien. L'évêque de Poitiers, Jacques Jouvenel des Ursins, et l'archevêque de Bourges réclament que Jacques Coeur soit jugé comme un clerc censuré au nom de la juridiction ecclésiastique. Le pape lui-même écrit à Charles VII en faveur de l'argentier et envoie un ambassadeur. Tout est sans effet. La commission spéciale condamne Jacques Coeur au terme d'un simulacre de procès à une énorme amende, à la confiscation de ses biens et de sa fortune et à la prison à vie. En mars 1453, la commission, dont Otto Castellani fait partie, décide de soumettre Jacques Coeur à la question, autrement dit au supplice. Il renonce à son appel à la juridiction ecclésiastique et s'en rapporte au témoignage de qui l'on veut. C'est au milieu de ces tortures, notamment le supplice des brodequins, qu'il apprend que son épouse Massé de Léodepart vient de mourir de chagrin à Bourges. Le 2 juin 1453 à Poitiers, Jacques Coeur reçoit commandement de payer la somme de 400 000 écus. 3 jours après, un échafaud est dressé sur la grande place de Poitiers et en présence d'une foule immense, Jacques Coeur à genoux, sans ceinture ni chaperon, une torche de cire au poing, doit faire amende honorable. C'est tout ce qui inspire la reconnaissance de Charles VII, qui accorde
500 livres aux enfants de Jacques Coeur. Le 29 mai 1453, Jacques Coeur est reconnu coupable des crimes de lèse-majesté, de concussion et d'exaction. Il est condamné à la saisie de ses biens, au paiement d'une amende de 300 000 écus, au remboursement de 100 000 écus au Trésor royal. Sa condamnation à mort est commue en bannissement perpétuel pour service rendu à la couronne. Il doit rester en prison jusqu'au paiement de l'amende et ensuite être banni hors du royaume. Sur l'accusation d'empoisonnement d'Agnès Sorel, l'arrêt décide de suspendre la procédure. Le procès de Jacques Coeur s'est déplacé comme la cour itinérante de château en château. Le prisonnier Jacques Coeur la suit, du château de Taillebourg au château de Lusignan, au château de Maillé, au château de Tours, au château de Poitiers. L'incarcération et la liquidation des biens de Jacques Coeur. Le 29 mai 1453, l'arrêt de condamnation de Jacques Coeur est prononcé. 3 jours après, le roi Charles VII charge son procureur général, maître Jean Dauvé, de procéder à l'exécution de l'arrêt sur les biens que Jacques Coeur possède en France, notamment les biens détenus par ses associés et par ses agents qui en ont la charge, tels que Guillaume de Varilhes et Jean de Village. Pour mémoire, rappelons que le 29 mai 1453 marque la prise de Constantinople par les Ottomans, qui bouleverse les rapports politiques et commerciaux dans la mer Méditerranée. Cette date est considérée comme étant la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Jean Dauvé est un officier du roi issu de la moyenne noblesse. Charles VII le fait intervenir dans toutes les grandes affaires diplomatiques, ecclésiastiques, judiciaires de son règne. Louis XI, le fils de Charles VII, à son arrivée au pouvoir en 1461, l'éloigne de son entourage, comme d'autres familiers de son père, et le rappelle par la suite en raison de ses compétences. Dans ses missions, Jean Dauvé est convaincu, implacable et totalement transparent en établissant un compte-rendu détaillé des opérations de liquidation des biens de Jacques Coeur. Le 4 juin 1453, Jean Dauvé notifie à Jacques Coeur la mission qui lui est confiée et qui commence à Tours le 17 juin 1453. Le procureur Jean Dauvé est allé dans tous les coins du royaume de France pour voir et vendre les biens de Jacques Coeur. Il parcourt des milliers de kilomètres. Ce sera Bourges, Tours, Montpellier, Lyon, Saint-Pour-Saint-Ursule, Feurs en Auvergne, Roanne, etc. Inlassablement, il vient, il revient, il interroge, il fait comparaître, il note tout ce qu'il fait dans son journal de la mission, dit le journal de Jean Dauvé, qui montre la rigueur et le zèle avec lesquels il assure les fonctions qui lui sont fixées par le roi. Il envoie aussi des mandataires partout où il ne peut pas aller, comme à Limoges ou à La Rochelle. Sa mission dure 4 ans, allant de la décision de Charles VII du 2 juin 1453 jusqu'à l'achèvement de sa mission le 5 juillet 1457. Le journal du procureur Dauvé est un remarquable outil de mémoire. Il a tout noté, comme le montre l'exemple de la liquidation des biens de Jacques Coeur vendus à Montpellier. Une grande maison, 2 emplacements, une étable, une maison, le mât d'Ancivade. Le journal de Jean Dauvé est un document de 700 pages permettant d'établir le déroulement chronologique de la mission et d'évaluer la plus grande partie des biens de Jacques Coeur en France. Il semble qu'il n'y a pas eu de rancune entre Jean Dauvé et les enfants de Jacques Coeur. Jean Dauvé meurt en 1471, il est inhumé dans l'église de Saint-Landry à Paris, et quelques années plus tard, Guillaume Dauvé, le fils de Jean Dauvé, cherche un prélat pour bénir l'église que sa famille protège. Le prélat choisi par la famille Dauvé est Jean Coeur, l'archevêque de Bourges et le fils de Jacques Coeur, comme si rien ne s'était passé entre les deux familles. Le journal de Jean Dauvé permet aussi de retrouver des familiers de Jacques Coeur, comme ses amis et ses facteurs, mais aussi son entourage. Ainsi, Jacquette est la servante de Perrette de Village, l'épouse de Jean de Village, le commandant de la flotte de Jacques Coeur. C'est aussi une vue du français et du style de l'époque.
L'ingratitude du roi Charles VII. L'arrestation, le procès et la condamnation de Jacques Coeur sont les marques indélébiles de la moralité douteuse du roi de France Charles VII, notamment son ingratitude envers tous ceux qui l'ont aidé à sortir victorieux de la guerre de Cent Ans, à refonder la nation, à reconstruire l'économie, à réinstaller le plaisir dans la société, à faire reculer par leur intelligence et par leur travail la misère et la mort. Il en fut ainsi pour Jeanne d'Arc, Jacques Coeur et pour partie Agnès Sorel. L'évasion de Jacques Coeur. Le 1er novembre 1454, en dépit de toutes les mesures prises à son endroit et à la faveur d'une chaîne de complicité savamment orchestrée par ses anciens amis et commis qui lui sont restés fidèles, Jacques Coeur parvient à s'évader de sa prison de Poitiers, alors qu'il est sous la garde d'Antoine de Chabannes, le bailli de Troyes, et l'un de ses principaux débiteurs. Le journal de Jean Dauvé précise l'évasion de Jacques Coeur à la date du 1er novembre 1454. En vertu d'une vieille tradition du Moyen-Âge, les couvents et les abbayes garantissent aux prisonniers évadés un refuge inviolable. Jacques Coeur se réfugie d'abord dans un couvent à Limoges. En février 1455, il est à Beaucaire chez les frères franciscains. Accompagné de son fils et avec l'aide de son neveu Jean de Village, il gagne la Provence, puis rejoint Rome pour se placer sous la protection du pape Nicolas V, qu'il apprécie beaucoup depuis le voyage diplomatique effectué à Rome en 1447. Jacques Coeur demeure dans le palais du pape, où il est soigné par les médecins, car il est miné par la maladie qu'il a contractée à la suite des mauvais traitements endurés en prison. Nicolas V meurt, il est remplacé par le nouveau pape Calixte III, qui fait preuve à son tour de bienveillance à l'égard de Jacques Coeur. Jacques Coeur passe l'année 1455 à Rome à recueillir les débris de sa fortune, car toutes ses activités ne sont pas en France. La plupart de ses galères se trouvent en mer au moment de son arrestation en 1451 et restent à quai dans des ports sûrs durant toute la durée du procès. Il possède des biens qui sont entre les mains de ses facteurs du nord de l'Europe, d'Italie et d'Orient. De plus, il perçoit des bénéfices qui ont pu être mis à l'abri par certains facteurs demeurés fidèles.